Notre intelligence émotionnelle est devenue capitale pour notre épanouissement personnel et professionnel. Elle a pour pilier notre conscience de soi, qui traduit notre capacité à reconnaître, mais surtout comprendre nos émotions, comprendre nos humeurs et les impacts qu'elles peuvent avoir sur nos comportements. À mesure que je sais prendre du recul sur mes émotions, je saurai graduellement maîtriser mes pulsions. Si par exemple j'ai envie d'arrêter de fumer et que je m'y tiens sans faire d'écart, si je ne me mets pas en colère face à quelqu'un qui met du temps à me répondre au téléphone, si j'arrive à contenir ma frustration quand je suis face à quelqu'un qui me dit quelque chose que je trouve déplaisant. Alors ce que ça implique, c'est que je saurai gérer mes circonstances avec calme et discernement. Et ce discernement est devenu d'autant plus fondamental avec les imprévus de la crise sanitaire qu'on a pu connaître, par exemple. Une compréhension élargie de soi-même nous permet d'être plus attentifs aux émotions des autres, de mieux apprécier leurs besoins, de comprendre leurs comportements et donc de les traiter avec un petit peu plus d'empathie. Si je suis en train de construire ma vie avec quelqu'un et qu'au bout d'un certain temps, cette personne se distancie de moi, nécessairement, ça va peut-être me frustrer un petit peu. Et une façon d'en parler serait d'aller et de dire à la personne « Écoute, ça fait un certain temps que tu es en train de t'éloigner de moi, tu es en train de mettre en péril notre relation et tu as intérêt à faire des efforts pour que ça s'arrange entre nous. » Mais avec un peu d'empathie, cette même scène prendrait peut-être une tournure qui serait différente et qui se passerait peut-être comme suit. « Écoute, ça fait un moment que tu es en train de t'éloigner de moi. Est-ce que tout va bien ? Est-ce qu'il y aurait certaines choses dont on n'aurait pas encore parlé que tu aimerais aborder avec moi ? Je suis à l'écoute. » On s'en aperçoit assez rapidement. Comprendre ses émotions, c'est en prendre la responsabilité pour ne pas blâmer les autres pour ce qu'on ressent. Tu es paresseux, tu ne fais rien de ta vie, deviendrait peut-être « ça me fait de la peine de voir que tu as du potentiel et que tu te laisses aller ». Tu es narcissique et tu t'écoutes parler, deviendrait peut-être « je suis un petit peu agacé de voir qu'on n'arrive pas à discuter normalement et que tu ne sois pas nécessairement ouvert au dialogue ». On reprendra peut-être cette conversation quand on sera tous les deux à tête reposée. Notre capacité à comprendre nos émotions et celles des autres favorise notre capacité à gérer nos relations, à devenir un élément moteur dans la résolution des conflits qu'on pourrait avoir avec les autres et assurerait donc la pérennité de notre rapport social et professionnel. Notre intelligence émotionnelle serait donc directement corrélée à notre intelligence sociale. Et en complément du modèle de Goleman, j'aimerais également présenter celui du psychologue Reuven Baron, qui a été le premier à introduire la mesure du quotient émotionnel, qui établit 5 dimensions globales de nos compétences émotionnelles, qui définissent notre capacité à réagir face à nos circonstances et qui vont définir notre performance. La première étant celle de nos capacités intrapersonnelles. Vous savez, dans mes séances, je rencontre assez rarement quelqu'un qui me dit « Soufiane, je suis déjà parfait sur tous les volets de ma vie et je vois vraiment mal comment je pourrais m'améliorer. » En réalité, on est tous conscients plus ou moins de nos insuffisances, de notre manque de discipline, de nos côtés rigides, timides, froids ou colériques qui finissent par compromettre nos relations sociales, des réactions qu'on n'aime pas nécessairement qu'on a face à des situations qui peuvent être stressantes. Et on tombe assez facilement dans un cycle d'autodénigrement parce qu'on a une petite voix au fond de nous qui nous dit « tu n'es pas tout ce que tu pourrais être et tu le sais ». Et malheureusement, on finit par entretenir des ressentis d'indignité ou de culpabilité. Une des échelles spécifiques du volet intrapersonnel mise en avant par le Dr Baron est celle de notre considération pour soi, de notre capacité à s'accepter tel que l'on est, tant pour nos côtés positifs que négatifs. Autrement dit, comment se situe mon estime personnelle ? Est-ce que j'ai confiance en moi, malgré ce que je pense qui me fait défaut ? Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai du mal à m'exprimer en public, que je suis submergé par l'anxiété dès qu'il s'agit de prendre la parole. Au final, ça me limite dans mon développement professionnel parce que j'ai du mal à présenter devant un comité ou devant ma hiérarchie et je finis toujours par perdre mes mots. Mais en prenant conscience de ce qui nous fait défaut, si je ne le vois pas comme une fatalité, mais comme une potentialité, alors j'aurai certainement la possibilité de développer ces parties de moi-même qui ne sont pas figées. L'acceptation de soi est donc directement corrélée à une autre échelle spécifique du volet intrapersonnel, qui est celle de la réalisation de soi. Autrement dit, notre capacité à se développer personnellement en vue de notre épanouissement personnel. Et mon approche, au gré des séquences et des cours que je proposerai, sera de vous apporter un maximum d'outils directement exploitables à ces fins. D'ailleurs, s'il y a bien une chose que je rappelle à mes clients lors de nos séances, c'est que, quelles que soient nos circonstances, quelles que soient les situations dans lesquelles on se trouve ou les personnes avec qui on interagit, il y a bien une seule chose qu'on choisit. Ce sont nos réactions. Et si nos réactions sont souveraines, ce que ça implique, c'est qu'on fait toujours ce que l'on veut.
Ce qui m'amène au troisième critère intrapersonnel, qui est celui de notre indépendance, de notre capacité à rester autodirigé et libre de toute dépendance émotionnelle de la part des autres. Mais une prise de décision responsable, en ligne avec ce qu'on valorise, implique une connaissance de soi, qui saurait faire la part entre information et influence. Laissez-moi vous donner un exemple. Est-ce que vous avez choisi les études que vous avez faites sous l'influence de vos parents? Ou peut-être parce que vos amis s'y sont intéressés et vous avez décidé de vous y conformer? Au gré des circonstances et avec le temps, vous êtes peut-être engagé dans un job qui vous intéresse. Mais est-ce qu'il vous arrive de vous demander « Est-ce que je suis vraiment épanoui dans ce que je fais ?» Stephen Covey, un spécialiste en développement personnel, disait que ce n'est qu'en arrivant sur la dernière marche de l'échelle que certains d'entre nous s'aperçoivent qu'elle reposait sur le mauvais mur. Toute recherche personnelle commence finalement par une forme de mal-être plus ou moins conscient qui pourra concerner soit notre activité professionnelle, des relations qu'on trouvera peu épanouissantes, peut-être même des traits de comportement ou de caractère qu'on a qui ne nous correspondent plus vraiment. Et c'est pourquoi il est capital de comprendre ces émotions, parce qu'elles deviendront un baromètre de la qualité de nos idées, de nos relations et de l'orientation qu'on donnera à notre vie. On a parlé des éléments qui constituent la première dimension globale de nos compétences émotionnelles. On va également introduire celles qui la complètent. On les traitera dans le détail soit au gré de cette séquence, soit dans des cours qui seront transverses, qui porteront sur la communication, le développement de soi ou la gestion de son anxiété. À commencer par nos capacités interpersonnelles. Et sur ce volet, elles rejoignent ce qui a été mis en avant par le Dr Goleman, à savoir notre capacité à faire preuve d'empathie, de coopérer avec les autres et de développer des relations épanouissantes. Notre adaptabilité, qui inclut notre capacité à faire face aux imprévus, à identifier et gérer les problèmes à mesure qu'ils surgissent, et surtout la perception justement qu'on a de ces problèmes. Parce qu'au final, ce ne sont pas généralement nos situations qui sont problématiques en soi, mais plutôt la perception et les impressions et les idées qu'on entretient au sujet de ces situations qui les transforment en problèmes. Par exemple, si j'envoie une requête à quelqu'un et que cette personne met un petit peu de temps à me répondre, alors je pourrais soit me frustrer parce que cette personne n'est pas impliquée dans ce qu'on fait et puis ça va justifier ma colère et puis je vais pouvoir la déverser sur elle. Ou alors je pourrais tout simplement garder mon calme, aller la voir et lui demander si tout va bien et où est-ce qu'elle en est dans ce qu'elle fait. Une autre échelle pour laquelle j'ai été sollicité des suites de la crise sanitaire est celle de la gestion du stress. Nos niveaux de stress sont généralement déterminés par deux choses. La perception d'une menace, qui aujourd'hui peut prendre la forme d'un livrable, d'une relation compliquée avec son partenaire ou avec son boss, ou tout simplement un imprévu qui pourrait nous causer du tort. Et les ressources qu'on pense pouvoir mobiliser pour y faire face. Nos niveaux de stress vont donc correspondre au décalage entre les exigences de notre environnement et nos aptitudes, ou plutôt la perception de nos aptitudes pour pouvoir les surmonter et y faire face. L'exploration de nos capacités sur ces quatre grandes échelles est donc impactante sur notre humeur générale, mais également notre performance. Et qu'est-ce que notre performance, si ce n'est la somme de nos comportements qui seraient orientés pour maximiser notre efficacité, notre discipline, une forme de gestion individuelle ou bien notre engagement personnel ?